Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Mathieu Koumouliamas. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast La chèvre et le chou, une expression qui date du XVIIIe siècle. Elle signifie ménager des avis contraires. Dans notre cas, le principe est simple. Il y a toujours eu une dichotomie entre nature et ville, et aujourd'hui, selon nous, il s'agit d'adapter les mœurs humaines à celles des espèces sauvages non humaines. Pour cet épisode, on s'attelle à la question des ripisylves ou encore forêts alluviales, des forêts qui vivent les pieds dans l'eau, au moins une partie de l'année, à cheval entre milieux aquatiques et terrestres. Le Rhône est le fleuve le plus modifié de France, et on est en droit de se demander qu'en est-il de ces ripisylves et comment faire pour préserver l'existant. En le comprenant déjà, mais ce n'est qu'une première marche. Aujourd'hui, on va essayer de monter tout l'escalier avec Adeline Herd, chargée de mission botanique, phytosociologue au sein du Conservatoire botanique national du Massif central. Bonjour Adeline, comment ça va ? Bonjour, ça va ? Super. Dis-nous, est-ce que tu pourrais nous présenter le Conservatoire botanique national et ses actions en quelques mots ? Oui, alors le Conservatoire botanique, c'est un établissement public. En fait, il en existe 12 en France. Ce sont des établissements qui ont pour vocation de mieux connaître la flore, les végétations, les champignons, les lichens sur le territoire français. Donc c'est vrai que c'est plutôt la flore sauvage qui va être l'objet de notre étude et aussi de nos actions de préservation. Donc les conservatoires botaniques ont tout d'abord cette mission de connaître vraiment tout ce qu'on a autour de nous et aussi de conserver un maximum, surtout les espèces les plus fragiles. On a également pour objectif de compiler toutes ces données au sein d'une grande base de données, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir cette donnée géoréférencée, de savoir où on peut trouver telle ou telle espèce, pour pouvoir documenter aussi les changements à venir. Et on a aussi toute cette mission de sensibiliser le grand public, les scolaires à cette grande thématique qu'est la biodiversité végétale. D'accord. Et maintenant qu'on a vu plus ou moins ce que vous faisiez au sein du Conservatoire botanique national, est-ce que toi tu peux te présenter et nous expliquer également ton rapport à la nature ? Oui, alors donc moi je suis Adeline Herd. En fait j'ai fait des études d'agronomie, plutôt spécialisée ensuite en écologie et en préservation et aménagement des milieux. Et mon attrait pour la botanique remonte à vraiment quand j'étais enfant. Je me rappelle à 8 ans avoir on m'avait offert un livre sur les arbres et je suis tombée dedans. Et après je faisais des balades botaniques avec ma famille. Je les emmenais dans tous les parcs possibles et inimaginables de la région parisienne. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi en ville, mais pourtant, j'ai développé cette très forte fascination pour le monde végétal. Donc, ça s'explique pas vraiment, mais c'est vrai que ça remonte à il y a longtemps. Et je suis maintenant vraiment fascinée par les grands espaces, tout type de milieu, le fait de voir des milieux préservés de tout aménagement humain, c'est très fort pour moi de me retrouver dans ce type d'endroit. Donc on peut presque dire que aujourd'hui tu réalises un rêve d'enfant, tu es botaniste. Et c'est quoi exactement toi tes missions au sein du CBN ? Alors elles sont assez variées. J'ai d'une part une mission d'inventaire. Comme je le disais, on a vraiment cet objectif de mieux connaître la flore qui nous entoure. Donc, moi, je vais aller sur certains secteurs pour soit chercher une espèce en particulier, pour mieux connaître l'évolution de ses populations, une espèce qu'on n'a pas revue depuis longtemps et on se demande un peu où elle en est. Ça peut être vraiment des cartographies des végétations, donc des ensembles de plein de plantes, de types de forêts, de types de prairies. Je vais aller sur des secteurs pas forcément très connus pour pouvoir répertorier vraiment quel type de végétation on va avoir. Et une fois cette mission de connaissance, cette première mission réalisée, je vais pouvoir mettre en évidence des plantes qui sont à
préserver particulièrement, qu'elles soient en danger d'extinction ou protégées, etc. Et ce sera ça l'objet d'une autre de mes missions, donc d'essayer de mettre en place des actions. Ça peut être travailler en lien avec les agriculteurs, par exemple, pour travailler avec eux sur le maintien de leurs pratiques qui sont déjà vertueuses. Ça peut être essayer de trouver un propriétaire d'une parcelle sur laquelle on a trouvé une plante très rare et essayer de travailler avec lui, de lui demander de maintenir cette gestion ou d'adapter la gestion de son terrain. Voilà. Et puis après, il y a aussi toutes les missions de sensibilisation, de communication et puis d'appui technique aux communes, aux collectivités qui en auraient besoin. Ok. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler notamment de forêt alluviale. Toi, c'est quelque chose que tu connais bien via ton travail. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer en quelques mots ce que c'est qu'une forêt alluviale ? Oui, alors c'est vrai que dans le cadre de mon travail, je suis animatrice du plan national d'action en faveur des forêts alluviales du Rhône et de l'épipactis du castor. Donc, qu'est-ce que sont les forêts alluviales ? Ce sont des forêts qui vont se développer au sein de la vallée d'un fleuve, donc son lit majeur. Et on va avoir en fait des conditions particulières en lien avec le fait que la nappe alluviale, donc l'eau qui est présente en lien avec le fleuve, donc cette nappe est très présente et va induire des conditions d'hygrométrie particulières. Donc le sol va être humidifié de temps en temps à différentes profondeurs et on va pouvoir avoir le développement de différentes espèces, notamment d'arbres, d'arbustes, d'herbacées également. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est aussi façonné par les crues. Donc, le fait que le fleuve puisse déborder de temps en temps, ça va permettre... en fait, ces conditions-là vont faire que différentes espèces vont se développer, qui vont pouvoir se maintenir malgré les crues. D'accord. Et en termes de structure, de ce que j'ai compris, il y a certains arbres qui sont capables de pousser littéralement les pieds dans l'eau, tandis que d'autres sont associés au cours d'eau, mais poussent un petit peu plus au sec, à différentes hauteurs en fait. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça ? Oui, c'est vrai que si on est vraiment très proche du chenal principal, du lit du cours d'eau, on va avoir des espèces qu'on appelle de bois tendres, donc les saules par exemple, les peupliers, qui vont vraiment se plaire dans des conditions où il y a beaucoup d'eau. Et plus on s'éloigne du chenal principal, plus on va avoir des espèces qu'on appelle de bois durs. Et donc ça va être plutôt les frênes, les ormes, voire même les chênes, qui eux, en fait, ont quand même besoin d'une certaine humidité dans le sol, mais qui vont supporter quand même que la nappe soit un peu plus loin, enfin plus profonde. Ils vont pas forcément aimer avoir vraiment les pieds dans l'eau, contrairement à leurs voisins donc les forêts de bois tendre. Et est-ce que tu penses que ces forêts, elles ont évolué dans le temps ? Est-ce que en quelques mots, pareil, tu pourrais nous parler un petit peu de ces forêts alluviales d'antan finalement ? Et oui, en fait, par exemple, sur le Rhône, on avait vraiment un système qu'on appelle en tresse. Donc, en fait, il faut vraiment imaginer le fleuve qui n'était pas comme un grand canal aujourd'hui, mais tout un réseau de bras qui s'enchevêtraient et qui étaient remaniés au fur et à mesure des crues. Notamment sur la partie haute, mais aussi la partie haute du Rhône, mais aussi dans la partie moyenne et le delta. Et en fait, on avait tout un enchevêtrement de saulaies pionnières, donc plutôt des arbustes qui poussaient comme ça parce que eux, ils supportent bien le remaniement des crues. Et on avait beaucoup plus de saulaies blanches sur notamment les grands fleuves français avant les opérations de réaménagement des dernières décennies. Donc on peut dire sans se tromper que les activités humaines ont eu un impact considérable sur ce qu'on peut observer au niveau du Rhône. Et dans la région, plus précisément,
Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, alors sur le Rhône, en fait, il y a eu toute une grande campagne d'amélioration de la navigabilité du Rhône. C'est vrai que c'était un fleuve qui a toujours été utilisé comme artère pour le commerce de tout temps, mais il faut avouer qu'il y avait quand même des problèmes Enfin, c'était pas forcément facile, notamment à cause des crues. Donc on a voulu mettre en œuvre tout un grand chantier de chenalisation du Rhône. Et donc, dans la fin des années, enfin, la fin du 19e siècle, notamment via les travaux de l'ingénieur Girardon, on a mis en place des épis, ce qu'on appelle les épis Girardon, qui étaient des structures qui ont permis en fait, c'était des sortes de mini-digues qui ont été placées de manière perpendiculaire et qui ensuite ont été fermées, ce qui a fait que ça fait comme des casiers tout le long des berges du Rhône. Ça a eu pour impact de piéger les sédiments et du coup de rendre le cours d'eau principal, le chenal principal, beaucoup plus facile pour la navigation. Donc c'était un cours d'eau beaucoup plus canalisé et voilà, on pouvait plus anticiper les débits, la hauteur d'eau, donc c'était plus facile de naviguer. Et parallèlement, enfin un peu plus tard, on a eu aussi toute ces travaux qui ont eu pour objectif d'avoir de l'énergie, donc l'énergie par les barrages hydroélectriques, donc qui ont aussi engendré des modifications avec le creusement de canaux pour amener l'eau, de gestion des débits. On va dire que maintenant, les débits du Rhône ne sont plus soumis aux aléas vraiment naturels. Enfin, toujours un peu, mais disons qu'ils sont vraiment gérés par les fournisseurs d'énergie d'hydroélectricité. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est la morphologie du Rhône qui a été vraiment modifiée presque de fond en comble. Mais du coup, pareil, ces paramètres physico-chimiques, sa température également, j'imagine que c'est des choses qui sont amenées à évoluer également. On parle de fonte des glaciers, etc. Comment est-ce que ça s'envisage à l'échelle du fleuve Rhône ? Oui, alors ce qui est intéressant de comprendre avec le Rhône, c'est que en fait, il a depuis sa source jusqu'à la confluence avec la Saône et l'Ain, enfin surtout la Saône, sur sa vallée vraiment amont, il a un régime qui est lié vraiment à la fonte des glaces. C'est comme un peu les torrents de montagne, en fait. Ils vont avoir un débit qui va augmenter après la fonte des glaces, donc plutôt en été. Alors que son principal affluent, donc la Saône, elle va avoir les plus hautes eaux plutôt en automne-hiver. Et en fait, c'est vrai que d'imaginer que le glacier du Rhône puisse fondre à cause des changements climatiques, du réchauffement notamment, ça aura forcément un impact sur les débits qu'on retrouvera ensuite sur le Rhône. Et ça peut coupler avec tous les usages qui sont liés au Rhône, comme on parlait, le fait qu'il y ait des barrages, le fait qu'il y ait des captages d'eau potable, etc. Ça aura forcément un impact. D'accord, donc si je comprends bien, c'est éminemment complexe sur bien des angles. Comment est-ce qu'on peut aider à la préservation de ces milieux via la sensibilisation, via le grand public, encore une fois, alors que c'est très compliqué selon toi? Eh bien déjà, je pense que ce qui est bien, c'est de faire en sorte que les riverains, déjà, les riveraines puissent se rendre compte du patrimoine naturel qu'ils ont juste devant chez eux. Donc, en fait, comme nous, au sein du Conservatoire botanique, on est passionnés parce qu'on a envie que ce genre de milieu puisse perdurer. On se dit qu'on peut essayer de partager cette passion-là et de faire prendre conscience aux gens que ces forêts-là font partie de notre patrimoine végétal.
D'accord. Et toi, de ce que j'ai compris, tu as une grille de lecture très fine puisque tu fais également de la phytosociologie, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 phrases Oui, qu'est-ce que le c'est? nom barbare. Alors, la phytosociologie, donc on a phyto d'un côté et sociologie de l'autre. Donc, en fait, c'est l'étude des assemblages de cortèges de plantes entre elles. En fait, c'est qu'on s'est rendu compte en faisant de la botanique que souvent, on retrouvait les mêmes plantes les unes à côté des autres. Et en fait, au bout d'un moment, au lieu de décrire et de dire « nous sommes dans une prairie avec telle espèce », on a décidé de regrouper et de donner un nom à la prairie qui regroupait telle espèce. Donc en fait, c'est un peu voilà, la sociologie des plantes entre elles. Retrouver toutes les plantes à un endroit donné avec des conditions particulières du milieu. D'accord. Et en milieu urbain ou du moins anthropisé, c'est quoi la communauté végétale que tu retrouves le plus en fait? C'est ça qui est compliqué, c'est que cette science-là, elle est plus facile dans des conditions plutôt naturelles. Et souvent, par exemple, on peut retrouver la pelouse en milieu urbain. Voilà, avec les pâquerettes, par exemple. Ça, c'est un habitat qui est décrit en phytosociologie. C'est vrai qu'on va essayer de décrire ce qu'on voit. Mais c'est vrai que les activités humaines peuvent des fois brouiller un petit peu les assemblages, les cortèges habituels. Ok. Et en termes de milieu plutôt bien préservé, j'ai cru comprendre qu'il était question de chênaies ormées freinées, donc une communauté végétale spécifique des forêts alluviales, qui est, je crois, vulnérable à l'échelle de la région et en danger à l'échelle même européenne, dans laquelle on retrouve une sous-espèce assez intéressante qui est Vitis vinifera sylvestris. C'est en fait la vigne des forêts, si je lui donne un nom commun. Mhm. Et donc ça, c'est une plante il faut imaginer une liane du coup qui pousse presque les pieds dans l'eau, qui va atteindre jusqu'à 25 mètres de hauteur, présente en France depuis des millions d'années, ancêtre de notre propre vigne avec laquelle on fait le raisin. C'est quand même assez dingue de se dire qu'on a une espèce plutôt associée à des milieux secs dans l'imaginaire collectif, qui en fait tire ses sources ancestrales de milieux totalement humides. Est-ce que tu peux nous parler de cette plante un petit peu ? Oui, donc c'est vrai que dans le cadre du plan national d'action, on essaie de préserver l'intégralité des forêts alluviales et aussi certaines espèces qui sont vraiment indicatrices d'un bon état de la forêt. Et la vigne sauvage, aussi appelée la lambrusque, elle fait partie de ces espèces qu'on essaye de préserver. En fait, effectivement, c'est une plante qui a été utilisée pour sélectionner nos variétés actuelles de vin. Et c'est quand même aussi un grand pan de notre patrimoine. Donc, c'est ça qui est important pour moi de faire comprendre. C'est certes, alors en elle-même, la forêt a une valeur patrimoniale, mais aussi, quand on se place d'un point de vue humain, en fait, elle nous apporte aussi beaucoup de choses qui sont nécessaires à notre survie. Le vin, voilà, c'est pas, mais c'est au moins important pour voilà notre identité et notre alimentation aussi, le raisin, etc. Donc, en fait, il y a aussi tout une approche des rôles fonctionnels et des intérêts que peut apporter la forêt pour les êtres humains. Donc voilà, la gestion des crues, le fait de filtrer les polluants, etc., etc. Mais il est vrai que cette liane, pour revenir à la vigne, elle a vraiment régressé aussi du fait de la régression en fait des forêts en elles-mêmes. C'est-à-dire que son habitat ayant disparu, on a cette plante qui a été protégée au niveau national pour des raisons, voilà, elle est très rare et on ne la retrouve que dans certains pans de forêts alluviales parsemés par-ci par-là. Et du coup, toujours pour parler à l'échelle d'espèces, j'ai cru comprendre que vous êtes pas mal concentré sur une espèce d'orchidée, Epipactis fibri, l'Epipactis du castor. Déjà, qu'est-ce que c'est une orchidée ? Et ensuite, pourquoi ça vous intéresse autant cette espèce-là ?
Oui, alors en fait, le plan national d'action, effectivement, il a commencé parce qu'on voulait vraiment préserver cette Epipactis du castor, donc qui est une orchidée. Alors orchidée, peut-être vous pensez aux plantes, aux phalaenopsis qu'on a en pot derrière nos fenêtres et qui fleurissent avec des floraisons spectaculaires. Mais en fait, c'est une grande famille de plantes qu'on retrouve à travers vraiment toute la planète. Dans vraiment des milieux très variés. On peut en trouver sous forme de lianes, on peut en trouver, c'est donc plutôt des plantes herbacées quand même. Il y a plus de 20 000 espèces dans le monde. Et en fait, c'est vrai que souvent, les personnes sont surprises quand on leur dit qu'il existe aussi des orchidées sauvages chez nous, en France, juste à côté de chez eux. Alors, cette orchidée qu'on essaie de préserver, donc l'Epipactis du castor, en fait, elle a été découverte très tardivement, en 1992, par Isabelle Chabassière sur l'île du Beurre. Et en fait, elle a trouvé une orchidée et elle n'arrivait pas à mettre un nom dessus. Donc, elle s'est tournée vers les spécialistes des orchidées, la Société française d'orchidophilie, notamment Gilles Scappaticci, qui a permis de la décrire, en fait, qui a vu que c'était pas une espèce connue jusque-là. Et donc, elle est décrite depuis 1993. Et on s'est rendu compte qu'elle poussait vraiment dans des milieux très particuliers. Une fois qu'on a pu mettre un nom dessus et voir son type de milieu, des grandes prospections ont été organisées par justement les orchidologues. Et on s'est rendu compte qu'elle était présente depuis à peu près la confluence avec l'Ain, jusqu'à Mondragon dans le Vaucluse. Et donc, elle est quand même cantonnée à la moyenne vallée, on va dire, du Rhône. C'est pour ça, elle est endémique de la moyenne vallée du Rhône, même si elle est assez proche d'une autre espèce qu'on trouve dans la vallée de l'Elbe, donc bien plus à l'est. Mais c'est pour ça que on a voulu vraiment axer sur cette plante. Donc, au sein du Conservatoire botanique, comme on essaye de porter des mesures de préservation de certaines plantes, on a trouvé que celle-ci le méritait parce que elle était à la fois endémique, en danger d'extinction, et que son habitat, donc les forêts alluviales qui sont encore connectées avec la nappe alluviale, où l'eau, en gros, affleure. Enfin, elle est entre 1 mètre et 2 mètres 50. Ces forêts-là étaient assez menacées et donc méritaient qu'on y accorde, qu'on se lance dans un plan national d'action. Oui, effectivement, puisque pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est quand même une orchidée douillette. Hein. Il faut que la température moyenne annuelle soit entre 13 et 14,5 degrés, qu'elle soit pas à moins de 500 mètres de l'eau, qu'elle soit sous le couvert d'une peuplerée ou d'une forêt d'arbres caducs assez dense. Donc on parle d'une espèce à la valence écologique plutôt restreinte. Mais au final, en fait, cette petite Epipactis du castor, c'est qu'un détail de la diversité spécifique de nos forêts alluviales, en fait, j'imagine. Oui, et c'est vrai qu'au départ, on était parti sur la préservation de cette plante uniquement, mais on a décidé ensuite d'élargir à l'ensemble de son habitat. Donc, effectivement, des forêts, plutôt les peupleraies noires ou parfois les peupleraies blanches, et des forêts pionnières de bois dur. Parce que en fait, cette Epipactis, elle est un indicateur du bon état écologique de ces forêts. Donc, c'est un tout. En fait, on ne peut pas se dire qu'on préserve une plante sans réfléchir à sa fonctionnalité, à la fonctionnalité de son habitat et à la préservation de son milieu en général. Ok. Et moi, j'ai une question technique. C'est de l'ordre de la structure des feuilles d'arbres qui tombent à l'automne dans les ripisylves. Donc, on sait que suivant la vitesse à laquelle elles vont se déplacer dans l'eau, suivant la vitesse à laquelle elles vont se faire dégrader par des micro-organismes, par des organismes un petit peu plus gros, ça va avoir un impact important en fait au sein de nos cours d'eau. Ça va diffuser de la matière à
à différents moments. Et on sait en fait qu'aujourd'hui, avec la diversification des espèces qu'on retrouve dans nos ripisylves, puisqu'on a affaire à des espèces exotiques envahissantes qui vont prendre le dessus sur nos espèces indigènes, naturellement, la quantité de feuilles mortes, la qualité des feuilles mortes va en être totalement changée. Ça va avoir un impact sur nos cours d'eau et donc sur le sol. Pour autant, ces mêmes espèces exotiques venues d'ailleurs, elles sont parfois largement encouragées par certaines personnes, plaidant le réchauffement climatique notamment. On a très souvent entendu, oui, à Lyon, il va faire très chaud, alors dans l'idée, on va planter des palmiers, des oliviers, des chênes verts. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et que c'est bel et bien une preuve de plus montrant la nécessité de l'indigénat dans nos milieux. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une problématique compliquée parce que souvent, ces consignes en fait, de plantation sont quand même aussi liées à plutôt des pratiques sylvicoles. Mais si on se place d'un point de vue purement de la fonctionnalité écologique d'une forêt, on va essayer de jouer plutôt sur la résilience en fait, de la forêt. C'est-à-dire que peut-être certaines espèces vont souffrir d'un réchauffement climatique, mais certains individus vont pouvoir se maintenir et auront la capacité d'adaptation. Et eux, ils seront les sujets qui vont permettre ensuite de former les forêts de l'avenir. Donc, pour donner un exemple qui n'est pas en lien avec les ripisylves, mais de dire de toute façon, le hêtre ne va pas survivre au changement climatique, donc autant couper tout maintenant. Nous, ça nous paraît une aberration parce que il y aura forcément dans des situations plus au nord, dans des situations un peu plus abritées, des êtres qui vont pouvoir survivre et du coup qu'il faut garder justement pour avoir ce patrimoine génétique adapté. Alors tu nous as emmené du côté des hêtres, mais du coup, moi, j'ai envie de faire un petit zoom sur les agents pathogènes, hein, on les appelle comme ça, mais c'est vraiment des êtres vivants. Hein. On connaît certains, c'est des champignons, en fait, notamment la calarose du frêne, importé en France via l'implantation d'un frêne asiatique, lui, ça c'est depuis 2008, qui a eu un gros impact sur le frêne. On a également la graphiose de l'orme, qui est un autre champignon d'origine asiatique également, qui est lui plutôt arrivé dans les années 20. Donc ça, ce sont des champignons qui s'attaquent respectivement à l'orme et au frêne, qui sont des arbres en fait typiques des ripisylves. Quel impact ça a eu et comment aujourd'hui les populations de ces arbres, elles se relèvent d'attaques comme ça venues d'ailleurs liées à l'humain. Hein. Oui, d'où l'importance de ne pas forcément importer des espèces sans forcément avoir la connaissance de ce qui va se passer après. Voilà, mieux vaut essayer de faire avec l'existant. C'est vrai que les ormes ont été décimés par la graphiose. Avant, il y avait beaucoup plus d'ormes lisses, par exemple, en ripisylve. Et aujourd'hui, on les cherche, quoi. C'est assez compliqué. Pour autant, ils sont quand même encore là. Et les ormes champêtres, eux, ils sont quand même toujours là, mais on les aura plus sous forme de petits arbres. C'est juste qu'ils vont pas réussir à devenir des grands individus. Ouais. D'ailleurs, pour ceux et celles qui nous écoutent, les Lyonnais et les Lyonnaises, on peut observer quand même Ulmus levis, l'orme lisse, le long de la Saône et du Rhône quand même, en plein centre-ville. Quelques individus, voilà, c'est remarquable. Et pour la calarose, pareil, en fait, on a tendance à se dire qu'il vaut mieux éliminer tous les frênes pour éviter la propagation de la calarose. Mais ça, c'est encore une fois dans des logiques un peu productivistes, alors que en fait, on a aussi une étude de l'INRAE, notamment l'Institut national de recherche agronomique et environnementale, qui a prouvé que c'est ce que je disais tout à l'heure sur si on laisse la possibilité à des individus sains de produire une descendance, on a quand même la chance de pouvoir garder un peuplement de frênes par la suite. Mais c'est vrai que peut-être pendant quelques décennies même, on aura un dépérissement du frêne qui risque d'affecter grandement les formations forestières le long du Rhône. Donc c'est vrai que ça peut être quelque chose que nous,
on mesure peut-être pas non plus la gravité de la situation, mais pour autant, on veut quand même laisser sa chance à cette espèce qui est constitutive des répicileux. Et pour conclure, du coup, qu'est-ce qu'on attend comme évolution en fait sur les répicilves du Rhône, dans le Rhône, dans les années suivantes? Est-ce que vous avez des pronostics du côté du conservatoire? Nous, ce qu'on voudrait grâce au PNA, c'est de préserver déjà tout l'existant et puis restaurer au maximum les forêts, peut-être replanter des forêts, retrouver des corridors fonctionnels. Donc ça, ce serait vraiment notre objectif de pouvoir avoir de plus en plus de forêts fonctionnelles le long du Rhône. Très bien. Merci pour ces messages d'encouragement. À bientôt, Aline. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.